Alors, tout n'est pas complètement perdu, mais si je fais le bilan, certes l'intervention de Mario était courte, elle avait une dimension historique, mais enfin il aurait pu continuer sur l'ensemble de sa carrière. On a quand même l'exemple italien d'une enquête qui est allée quand même à son terme, en mettant en prison les personnalités des forces de l'ordre les plus élevées dans leur grade, avec les preuves de financement de partis politiques. Certes, un personnage emblématique comme Andreotti a bénéficié d'un non-lieu pour très bien, il y a aussi une dimension géopolitique de l'époque, etc. Puis on a le tableau fait par le magistrat Alt, quand même sur la France, qui est quand même assez noir, même si vous finissez sur une note d'espoir. Alors, quand on a élaboré cette conférence, on s'était dit on va aussi voir si on peut inviter d'autres personnes sur ce thème-là. On voulait inviter Séverine Tessier de l'association Anticorps, qui a écrit un livre qui s'appelle Corruption, Stop ou encore. Et puis, moi je connaissais, il faut que je vous raconte l'anecdote pour introduire l'anecdote avec... il ne sait pas ce que je vais dire, là il s'inquiète, de Monsieur Ponce. J'ai connu M. Ponce, je le connaissais pour ses écrits, mais je l'ai connu parce qu'on donne cours à un endroit identique et il était dans la salle d'à côté. C'était fait avec du papier mâché, j'entendais tout ce qu'il disait. Il entendait évidemment tout ce que je disais aussi, parce que j'ai une voix assez forte. Mais alors, j'entendais comment il décortiquait toutes les fraudes aux taxes, etc. Donc, quand j'ai réussi à remettre la main dessus par mail, etc., je lui ai proposé de venir parce qu'il a sorti un livre qui s'appelle Corruption des élites. Et s'il pouvait aujourd'hui, parce qu'il ne va pas reprendre le tableau de M. Alt sur la corruption en France, s'il pouvait aussi nous donner une dimension aussi technique de ce qu'il a rencontré tout au long de sa carrière, puisqu'il a quand même été inspecteur des impôts au service central de la corruption, et aujourd'hui il écrit ce livre, s'il peut nous illustrer tout ça de son expérience en quelques minutes, ça serait très intéressant. Oui, alors bien, c'est un sujet toujours amusant, la corruption. On ne sait jamais si on doit en rire ou en pleurer. Alors évidemment, je crois que la première manifestation de la corruption, ça doit être sous un pharaon égyptien, et c'est au musée de la corruption en Égypte, actuellement au Caire. Je ne vous conseille pas d'y aller, mais enfin bon, ça existe, c'est sur le parchemin, où l'un des gestionnaires du pharaon, qui est en train de lui faire une pyramide ou quelque chose comme ça, lui avait piqué un certain nombre de sous en mettant des pierres qu'il avait achetées moins cher que celles qu'il aurait dû payer. Alors ça m'a rajeuni, puisque j'ai travaillé sur les marchés publics, je me suis dit c'est un peu rigolo. Mais vous voyez, c'est quelque chose d'assez ancien, et donc dans ma vie, j'ai eu deux chances. La première chance, c'est d'être inspecteur des impôts. Vous voyez, personne n'est parfait, mais pour là, ça valait la peine, puisque j'ai travaillé pendant 20 ans sur les comptes des entreprises et les manips des entreprises. Ça, c'est vraiment quelque chose, pour comprendre la corruption, je pense qu'il n'y a pas mieux. Hein, c'est vraiment du top. Et ensuite, j'ai travaillé 16 ans au service central de prévention de la corruption, où là aussi c'était assez rigolo, puisqu'on a eu le temps de réfléchir au montage et aux façons de traiter ces montages-là. Donc on s'est retrouvé dans une situation où effectivement, on a beaucoup travaillé sur ces éléments-là, et on s'est rendu compte de quelque chose qui était assez étrange, c'est que, quelque part, non, c'était pas étrange, hein, c'est que finalement la corruption, c'est inhérent à l'économie, c'est inhérent aux affaires. Hein? Finalement, je pense que, j'exagère peut-être un peu, il doit bien y avoir quelques personnes d'autres, mais si on veut travailler honnêtement actuellement dans le monde, on ne peut pas. Hein? Pourquoi? Parce que, d'abord, les blocages sont tels, les systèmes de concurrence et de blocage de concurrence sont tels qu'on est obligé de passer par des tuyaux qui sont déjà prévus, et si vous ne passez pas par là, vous n'aurez pas de marché, ça c'est clair. Ensuite, il y a un élément qui est actuellement un petit peu plus intéressant, c'est qu'effectivement, tous ces systèmes se compliquent.
Hein, quand on travaillait sur les, pas sur les mêmes, mais sur les marchés publics ou sur les codes, on avait du papier, on avait du document, on avait... Actuellement, comment est-ce que vous voulez analyser un délit d'initié qui a été fait avec des ventes en algo trading? Si vous connaissez quelqu'un qui est capable de le faire, il faut que vous me donnez son adresse immédiatement, parce que moi je vais le voir et on discute pendant jusqu'à ce qu'il s'arrête de parler. Hein? C'est quoi? Ça veut dire que tout simplement, on travaille dans le milieu de la bourse avec des outils qui balancent des ordres à la nanoseconde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi j'ai vu ça, j'ai vu ce terme, j'ai essayé, pour moi, ça fait une seconde. Alors les autres, c'était un millième de seconde, je ne comprends pas toujours. Et un nano encore moins. Sauf que, sur ces outils informatiques, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis des leurres. C'est-à-dire des leurres qui vont vous balancer des fausses informations pour que le voisin qui est à côté, qui ne regarde pas son erreur, il n'ait pas joué sur votre planning. Bon, alors, vous vous rendez compte? À la milliseconde, je n'ai pas travaillé sur la nano, mais à la milliseconde, on met un leurre qui va guider quelqu'un qui va revenir. Bon, j'attends. J'ai appris récemment quelque chose d'assez amusant aussi, c'est que vous connaissez tous les logiciels pourris, c'est-à-dire les logiciels qui travaillent et qui ont une grosse activité pour la fraude fiscale et qui permettent de réduire en gros les bénéfices imposables de 20%. C'est un logiciel qui retraite toutes les données de manière à ce qu'il soit extrêmement difficile d'identifier ces éléments. Mais j'ai appris qu'ils avaient mis à ce niveau boursier des moulinettes, enfin c'est plus des moulinettes en seconde, c'est des machines terribles, hein, mais des éléments de ce type. Donc vous voyez, en fin de compte, cet élément tout est falsifié quelque part. Hein, et on nous explique que c'est parce que ces personnes-là sont extrêmement techniques et sont vraiment brillants que ça peut se passer. Bon, alors finalement, je crois qu'on se trompe. Et je me suis un petit peu énervé quand je me suis mis à écrire là un peu, parce que des fois il y a des moments où... Et j'ai essayé dans ce livre de faire ressortir au travers de la corruption des élites. Pourquoi? Parce que évidemment il y a une oligarchie, ça c'est évident, hein. Mais je me suis amusé à analyser toutes les opérations qui pouvaient relever du foutage de gueule. Et là c'était succulent. Là c'était succulent. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on voit? On voit les entreprises vertes. Oh là, super, on travaille pour la planète. Il y a l'État qui est ici, qui manque de fric, qui manque de personnes, et les entreprises vont filer de l'argent à une ONG qui veut lui mettre un tampon dessus en lui disant qu'il est vert. C'est la même boîte qui d'ailleurs fait éclater son système et qui noie le Mexique de je ne sais plus combien de milliers de tonnes. Hein, ils sont verts. Hein. Bon, donc voilà. Je ne sais pas si c'est vers quand ça remonte, mais voilà. Donc je me suis amusé à ça et je me suis dit que quelque part, il y avait quelque chose de pire que la corruption, c'était la corruption douce. C'était la corruption qu'on supporte tous et qu'on n'est même plus capable de voir parce que les structures sont organisées de manière telle qu'il n'est pas possible à un œil humain ou à un œil d'un gars qui n'est pas spécialisé pour la faire remonter. Hein, et c'est pour ça qu'on revient sur ces éléments, ces conflits d'intérêts. L'affaire Worf, c'est un plaisir. On a pour des années de cours à la fac sur l'affaire Worf. Hein, c'est des années de cours, ça, on explique tout, il y a tout. Tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est génial. Vraiment, c'est quelque chose de fantastique. On est dans un monde remarquable. Et en plus, avec cette façon terrible, comme ces gens-là, de nous dire « moi, je suis honnête ». On commence à vous dire « je suis honnête ». Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé mes vérifications, bon, je ne dis pas quand, je commençais à discuter dans le premier entretien avec des personnes, et on vous dit, ma foi, il y avait certaines personnes qui me disaient « honnêtement, vous ne trouverez rien ». Ben, je pense qu'il y avait un mot de troll. Hein, que je trouverais rien, on verra, mais honnêtement, c'était pas venu. Bien, c'est un peu ça, ces montages-là. Hein, cette façon qu'on a d'enfumer les personnes en présentant un côté sympathique, un côté planète, un côté... Oh, ça ne veut pas dire que toutes les ONG sont mal foutues, mais beaucoup d'ONG vont chercher aussi à manger. Elles ont besoin d'argent. Ce sont des multinationales au même titre que les autres. Et à partir de quel moment est-ce qu'elles tombent dans un conflit d'intérêts? À partir de quel moment est-ce qu'elles dénoncent, elles s'arrêtent
si on leur retire la dotation annuelle. Ça, c'est un des éléments, bien sûr, il y a le Mediator, ça c'est un bijou. Hein, c'est encore une fois quelque chose de somptueux. Pensez quand même qu'après le Mediator, il y a encore la présidente, il y a encore eu une affaire à l'OMS, une autre affaire sur les agences, je ne sais plus quoi, sur le même cas. Européenne, le même cas exactement, une personne qui avait travaillé dans les structures, on la remet dedans, non, elle s'en va, elle s'en va. Il y a deux façons, soit vous êtes expert et autour d'une structure laboratoire ou autre, ou technique, ça peut jouer avec l'informatique, et on vous prend comme expert dans une agence qui va analyser les risques, donc évidemment, si vous pouvez, bien. Et après coup, on peut faire l'inverse, c'est ce qu'on fait beaucoup à la Commission européenne d'ailleurs. Lorsqu'on a quitté la Commission, ou lorsqu'on a quitté ces travaux, on va travailler de l'autre côté. Ça s'appelle le pantouflage. Donc effectivement, il y a tout un milieu, un échange de bons procédés, de bons, je ne sais pas, mais de procédés, qui font que finalement, les décisions sont, à mon sens, totalement pourries. Deuxième élément qui m'a irrité un petit peu, c'est la fameuse crise des subprimes. Alors ça, la crise des subprimes, c'est un bijou. C'est un bijou. Hein, la crise de la Grèce est pas mal aussi. C'est le même cas. Hein. À chacun de ces éléments, il y avait un montage dont on ne peut pas dire que ce soit de la fraude, dont on ne peut pas dire que ce soit de la corruption, mais dont on est sûr qu'il y a des conflits d'intérêts. Et dont on est sûr que quelque part, quelqu'un est parti avec la caisse. Et ça, c'est phénoménal. Et j'aime bien, tout à l'heure, lorsque l'on a trop vous parlé de Madoff, hein, de temps en temps, dans ces éléments-là, qu'est-ce qui se passe? Il faut une victime. Et on va le mettre sur la croix et tout le monde est content pour 15 jours. Voilà. Et puis c'est fini. Et les autres continuent. Business as usual. Hein, on est dans ce domaine-là. C'est ce que j'ai voulu faire ressortir dans ce petit ouvrage. Hein. Je voulais montrer que, il y avait de la technique partout, que c'était extrêmement difficile. Donc, je rebondis sur ce que vous avez dit tous les deux. Il y a de moins en moins de fonctionnaires, il y a de moins en moins de spécialistes, et la technique devient de plus en plus difficile. Donc, finalement, bientôt, on n'aura plus besoin de magistrats ni de policiers. Pas plus que d'inspecteurs des impôts, puisque plus personne ne serait capable de comprendre quoi que ce soit dans ce domaine-là. Hein, ça, c'est cela l'élément. Et je me suis attaché aussi à autre chose qui m'apparaissait être dans la suite logique de ces opérations. Pendant ce temps, la criminalité se régale, en fait. Parce que finalement, tant qu'on ne suit pas la corruption, on n'embête pas les criminels. On chope Toto qui n'a pas couru assez vite, ou qui s'est fait dénoncer, ou qui a divorcé, ou qui a fait une opération, mais bon, ça c'est... On sait bien qu'en matière de fraude, il ne faut jamais divorcer, ou alors il faudrait une pension alimentaire suffisante, sinon on est très mal. Mais bon, ça, c'est pas toujours le cas. Mais effectivement, on n'aura plus les moyens d'analyser quoi que ce soit, de suivre quoi que ce soit, de poursuivre quoi que ce soit. Et pendant ce temps, la criminalité s'amuse, mais elle ne s'amuse plus comme elle s'amusait avant. Et elle s'amuse avec une innovation, une qualité, une technicité phénoménale. Moi j'ai eu, j'allais pas dire une grande jouissance, mais bon, comme on l'avait averti avant quand même, 2 ans avant on avait dit qu'il y avait un problème, puis on nous a dit, bien sûr, comme d'habitude, une oiseau de mauvais augure, et pratiquement on est en train de casser le développement économique, lorsqu'on avait avisé du problème qui se posait sur le Blue Next. Je ne sais pas si vous connaissez le Blue Next, c'est les quotas carbone. Alors ça, c'est quelque chose de fantastique. C'est bien que ça fera la transition avec le scandale du pétrole qui est... Oui, c'est basique, 2 minutes comme ça. Et tu m'as dit quelque chose. Vas-y, finis avec le... Oui, et donc ce quota carbone, c'est quelque chose de fantastique. C'est quelque chose de fantastique. Bon, alors c'est d'abord tout le côté fantastique, c'est-à-dire que c'est toujours dans cette idée d'élévation d'esprit, d'éthique. On dit, bon, écoutez, on va faire quelque chose de bien pour la planète, bien évidemment. C'est drôle qu'on ne dise jamais qu'on fait quelque chose de bien pour son portefeuille ou pour ses placements, mais bon, on dit toujours la planète ou quelque chose d'autre. D'ailleurs, accessoirement, j'aime bien tous ces milliardaires qui font qui deviennent des ONG lorsqu'ils commencent à avoir mal au dos et que l'arthrose les casse. N'oubliez pas une chose, hein, c'est que l'argent qu'ils mettent là,
il est déductible fiscalement. Ils le déduisent. C'est le café, c'est l'État. En ne prélevant pas les impôts sur cet argent, hein, qui finance leur pipeau et qui nous fait des pages magnifiques dans Paris Match. C'est vrai que les photos sont belles. Le quota carbone, alors je reviens. Le quota carbone, c'est quelque chose d'assez amusant. Donc on a dit, voilà, c'est simple, pour sauver la planète, ceux qui dépensent plus de carbone vont acheter des quotas vendus tant de la tonne à ceux qui en dépenseront moins. C'est logique. Hein, bien. On va donner des prix, on va donner des quotas au début, en 2004, je crois, 2003, on va donner au début des quotas et les entreprises auront ces quotas. Un élément intéressant, c'est qu'il y a des entreprises qui actuellement ont 30% à leur actif de quotas carbone. Moi, il faut qu'on m'explique comment on les évalue, ces trucs-là. Mais bon, c'est encore une fois, c'est que de la compta. Et donc là-dessus, il s'est passé quelque chose d'assez fantastique, c'est que les truands rigolos qui faisaient dans le carrousel TVA, que je connais depuis X temps, puisque j'ai déjà redressé les grands-pères de ceux qui sont actuellement dans le quota carbone. Alors, vous voyez, ce sont des groupes familiaux qui sont dans ces éléments-là. Bon, sauf que maintenant, depuis qu'ils sont passés là, ils reçoivent quelques balles, donc ils meurent plus rapidement, ils digèrent moins le plomb, voilà. Et dans ces quotas carbone, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, tout simplement, ils ont créé des sociétés. En France, il y avait 1700 sociétés green. Alors là, il fallait mettre green dessus, il fallait être vert. Encore une fois, c'est toujours mon côté primaire qui ressort. Et dans ces sociétés green, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont échangées des quotas carbone. Elles ont acheté et revendu. Bien. Sauf qu'elles ont oublié de payer la TVA. Donc, résultat des courses, c'est pas les 15 milliards de carrousel hein, qui jouaient plutôt sur les dits, mais le résultat des courses, 1,8 milliard quand même. Hein. Et en France, attention, parce que ça continue ailleurs, ça continue à rouler. Alors en France, il y a eu une idée de génie un jour qui a illuminé les services des impôts. Ils ont arrêté de soumettre ces taxes-là à la TVA, et donc il n'y a plus de carrousel possible. Donc vous voyez déjà quelque chose de green, quelque chose de positif, quelque chose de bon pour la planète. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des phosphates. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on va? Mais on va des phosphactures de carbone. Et j'avais lu, je ne sais plus combien j'ai d'articles, qui disent, on le voyait, puisque le gré à gré était très cher, et avec la vente normale, avec contrepartie, elle était faible. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. En principe, c'est l'inverse qui doit se passer dans ce domaine-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des phosphactures. Et les gens étaient ravis, puisqu'effectivement, ils disaient, ça y est, vous voyez, ça marche, c'est bon pour la planète, c'est bon pour tout le monde. Voilà, c'était surtout bon pour des gens qui ont détourné des sommes phénoménales et qui les faisaient passer dans des pays, pas loin de la Mésopotamie et autres. Voilà. Je te propose d'en rester là, parce que ça fait la transition rapide avec le début, et puis que surtout, ça permet de lancer le débat avec le public qui a peut-être envie de poser des questions. Casse pas le micro. Oui, ça y est, c'est bien. Mais il marche. Oui, non, juste. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et puis, de toute façon, comme ça, Mario pourra après rebondir sur la fraude. Alors, je me déplace. Ne bougez pas. Ou vous n'utilisez pas le micro, ça c'est comme vous voulez. Oui, si ça laisse un peu. Je crois qu'il faut avancer un peu. Merci pour le micro. Je voulais vous poser une question à tous les trois. Effectivement, l'aspect technique en fait m'intéressait. Vous parliez de montage de plus en plus technique. Donc, est-ce que ça signifie que les personnes qui travaillent sur cette lutte doivent aussi se former de manière plus en plus précise à ces montages? Est-ce que c'est un lien avec l'essor d'Internet? Enfin, à partir de quand depuis quand vous constatez des montages à la fraude de plus en plus précis, techniques, etc. Voilà, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cette question-là? Est-ce que le personnel en face est suffisamment formé pour savoir détecter cette fraude? Tu vas commencer à répondre, donc Mario, et tu reparles techniquement de la fraude du pétrole. Techniquement, la fraude du pétrole n'était qu'une version plus vieille de la même fraude carbone. Et ça veut dire, concrètement, tu as un bien qui doit être imposé au pays. Tu dis qu'au lieu de payer ces biens au début, tu les payes après et dans un autre lieu.
Par exemple, pour le pétrole, dans le cas concret, tu mets au lieu de mettre trois entrées pour le pétrole dans les ports d'Italie, tu fais 200 grands réservoirs de pétrole en 200 lieux différents d'Italie à l'intérieur, disant on les payera après parce que c'est plus facile pour l'entreprise, c'est plus proche, non, naturellement, et on va plus rapidement. Donc, on fait ça. Et après, la solution est tout simple. Donc, dans ces dépôts, qui sont éparpillés sur le territoire et qui sont surveillés par la garde des finances, avec des tampons et tout ce que tu veux, tu fais sortir, tu trouves une entreprise qui t'envoie des factures, je dis des factures, là c'est des documents fiscaux, des factures pour de la vente du pétrole qui a déjà payé l'impôt et qui arrive dans les dépôts. Et dans les dépôts sort mais c'est seulement du papier, c'est seulement du papier, des factures qui arrivent pour des millions de litres, pas une chose. Et du dépôt sort du vrai pétrole qui n'a pas payé l'impôt, mais qui est couvert, marié avec ces produits. Et voilà. Et après, ces produits qui vraiment viennent de nulle part, parce que théoriquement ne devraient pas sortir, va d'un autre lieu, à laquelle il se marie avec d'autres factures qui les couvrent d'une autre façon différente, et comme ça arrive à être légitimé aux pompes, aux citoyens qui payent l'impôt total. Et le reste, c'est dans la poche, qui vient partager. Tous ces systèmes étaient complètement blindés, parce que à l'époque, et après c'est éparpillé dans la corruption, je dirais, en Italie, c'est plus un système comme ça blindé. On dira quelque chose sous le moyen d'enquêter sur ça. J'ai une conviction sur une expérience personnelle et professionnelle. Et donc, toutes les personnes qui étaient dans la porte de petits dépôts à la raffinerie étaient payées pour faire des faux. Tout simplement. Complices de petits sous-officiers qui recevaient les maréchals de la Guardia de Finanza ou les petits qui recevaient un tiers de salaire par mois en plus jusqu'au commandant général. Et il y avait tout un système complet. Donc il était pratiquement impossible de les percer, sauf qu'il y a des incidents. Alors, je voulais simplement dire, avec la sophistication, en Italie, un petit peu, les parcours, au moins jusqu'à la fin des années 90, au début des années 2000, et partiellement, malgré tout, aussi maintenant, les parcours pour la dotation et la formation des forces de police spécialisées, surtout dans les domaines financiers, pour une situation historique différente, et légèrement inverse à celle de la France. Ça veut dire que les personnels de magistrature, sauf dans une période très précise du gouvernement Berlusconi qui a vraiment cherché de casser tout d'un point de vue économique, ne pouvant casser plus, et après a fait des lois. C'est beaucoup plus effronté, mais d'un certain côté c'est plus facile à affronter. Ça veut dire c'est clair. C'est clair. C'est clair. Je suis un bandit et je revendique d'être un bandit. Point à la ligne. Il ne faut pas payer l'impôt parce qu'ils sont trop pour tout le monde. Et avec la mafia, il faut vivre ensemble. C'est clair, non? D'un certain point de vue. Évidemment, c'est scandaleux, mais c'est clair. Mais ça prouve une raison. Et alors, ce qui est particulier, que je me permets de dire, qui est particulier du type d'enquête financière en Italie, c'est que maintenant, l'enquête financière, on le voit au parquet de Milan. J'étais au parquet de Milan il y a 2 jours. Je vous dis une anecdote. Quand Riccardo a dit ils ont quelques sections de police judiciaire, il y avait là un avocat français, président de l'Observatoire géopolitique et de criminalité, Choiseul, qui dit
au parquet, demande au parquet que le procureur gentiment est exposé comme toutes les possibilités, comment il y avait, combien de magistrats, le parquet de Milan, environ 100 substituts, divisés par section, divisés par spécialisation, etc., etc. Et puis naturellement, on a notre police judiciaire du parquet, et c'est pas suffisant quand même, hein, on voudrait en avoir plus, on a demandé d'avoir, oui, c'est seulement 400 personnes pour notre parquet. Qu'est-ce que comprenez? Alors, le parquet de Milan a dans ces immeubles, je ne parle pas des grands corps de police, hein, qui sont extérieurs, qui doivent dire 400 policiers, donc inspecteurs du travail, inspecteurs des impôts, garde des finances, police d'État, etc. Ça donne une idée, ça donne une idée, et ça vaut pour tous les parquets italiens. Donc, ce qui explique pourquoi on peut faire certaines enquêtes, et surtout que dans le domaine financier, avec le montage, avec le système, il y a une unique façon. Ça veut dire former, avoir des personnes compétentes, et aussi utiliser ce qui me semble que si je peux faire une petite remarque au splendide livre d'Eric Alp, c'est qu'il faut utiliser maintenant pour la criminalité financière les mêmes systèmes qui sont utilisables pour la criminalité économique, du crime organisé et mafieux. Ça veut dire que l'unique façon de percer certaines choses sont filatures, enquêtes, écoute, à plein temps. Et c'est pour ça, encore une fois, que Berlusconi n'était pas totalement stupide, que le grand problème, et encore maintenant, c'est de couper cette possibilité, cette personnalité, cette quantité d'écoute faite légalement par la magistrature, et naturellement avec beaucoup de forces de police, tout n'est fait encore plus. Et c'est seulement ça qui peut percer le système, parce que le système devient énormément plus sophistiqué. Naturellement, il faut des personnels. Donc, je pense qu'il n'y a plus de vide entre la criminalité économique et financière et les crimes organisés. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Démonstration que les vieux, je l'appelle les vieux producteurs de factures, toujours les mêmes personnes. Les mêmes organisations qui sont en Suisse, qui faisaient les porteurs de valises à Chiasso, tu les retrouves, les fils de ça. Exactement. Donc, si on n'applique pas à la criminalité économique et financière la corruption, les systèmes, et surtout les écoutes, les filatures, les systèmes qui sont utilisés pour le crime organisé, et que heureusement, une loi a permis en Italie maintenant, même si on cherche de l'abroger encore maintenant, encore dans cette période, et si on n'a pas les moyens, les personnes suffisantes pour faire ça, parce que ça comporte des moyens énormes. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire certaines enquêtes sortent en Italie et pas dans d'autres domaines. Il n'y a rien de plus mystérieux. Rien de mystérieux. Et donc, je pense que si aussi la magistrature, je l'ai dit, européenne, français compris, ne prend pas cette conscience qui peut heurter certains pour l'invasion de la vie privée, mais ça doit être bien ciblé, bien encadré. On peut expliquer tous les moyens, les limites, le contrôle du juge, etc. Je pense qu'on ne sortira jamais du trou. On n'ira plus à fond du trou, et ça vaut pour tous les pays européens. Et je pense que l'unique espoir, c'est les projets qu'il y a maintenant sortis dans la commission du crime organisé du Parlement européen, dans laquelle il dit exactement ce que je me suis permis de dire maintenant. Je confirme totalement, la seule affaire qui est sortie de délit d'initié aux États-Unis, c'est l'affaire Galeone, il y avait quand même 52 milliards de détournements, et elle était sortie sur des écoutes. Parce qu'on pensait qu'il était terroriste, et effectivement, c'est sorti là-dessus. Mais il y a encore autre chose, il y a tout le problème des logiciels. Comment est-ce qu'on va, comment vous allez avec un logiciel quelconque analyser des milliers de factures sur les valeurs de transfert? On modifie de 2 centimes chaque facture, et finalement, vous détournez 2 milliards à l'État français, ou à l'État italien. Donc il faut des logiciels, des techniciens qui sont capables de descendre dans les machines et d'aller sortir directement ces éléments-là. Et ça, je crois qu'on n'est pas prêt de les avoir. On en a quelques-uns, mais je crois qu'on doit avoir
150 personnes aux impôts qui savent faire ce travail, mais encore on a beaucoup de procédures qui empêchent d'aller chercher. Et si on ne suit pas, et ça c'est quelque chose, le risque il est dans 2 ans, il n'est pas dans 20 ans. Hein. Si dans 2 ans on n'a pas mis un truc comme ça, c'est foutu, on est mangé par les criminels. Eric, sur la formation, peut-être, enfin la formation continue des... Oui, nous avons une formation, mais ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a dépensé beaucoup plus d'énergie durant ces 10 dernières années pour neutraliser un certain nombre d'enquêtes sensibles que pour véritablement former les personnels. Deuxièmement, puis on a perdu, je crois, on a perdu une certaine compétence parce qu'on a perdu des personnels et puis ce n'était pas une volonté politique, donc on a perdu des compétences en la matière. Et ensuite, il faut obtenir cette information. En matière de corruption, en matière de fraude financière, c'est pas évident. Les dispositifs qui permettent de faire remonter cette information ne sont pas très performants. Les fonctionnaires sont tenus par l'article 40, mais ils ne sont pas protégés. Les commissaires aux comptes sont même tenus par des dispositions pénales, mais très peu de dispositions, très peu d'infractions remontent au parquet du fait des dénonciations de commissaires aux comptes. Il n'y a pas, comme dans d'autres États, y compris au Québec, une protection des divulgateurs d'informations. Il y a en théorie une protection des témoins, dès lors que la corruption toucherait à la criminalité organisée, mais cette protection des témoins, qui est inscrite dans la loi du 9 mars 2004, n'a jamais véritablement été mise en œuvre en France. Et puis, une fois qu'on a obtenu cette information, il faut traiter cette information. Donc non seulement avoir une bonne formation, mais permettre aussi la confrontation des savoirs. D'où l'intérêt d'avoir des structures comme en Italie, où il y a à la fois des inspecteurs des impôts, des inspecteurs du travail, des officiers de police judiciaire qui travaillent conjointement, ensemble. C'était un peu l'idée des pôles économiques et financiers en France. Il y avait des assistants de justice, il y avait des fonctionnaires qui étaient délégués à ce pôle économique et financier. Ça a été si mal organisé, si peu valorisant pour les fonctionnaires qu'il n'y en a plus aujourd'hui, ou peut-être encore 2 ou 3 pour mémoire, mais il n'y a plus de fonctionnaires qui assistent directement les juges au pôle économique et financier. Et puis, il faut traiter cette information lorsque on joue sur un espace international, européen pour commencer. D'où l'intérêt d'une coopération judiciaire efficace, d'une confiance mutuelle. C'est à peu près le cas pour les grands États, mais par exemple dans l'Union européenne, il y a un vrai problème de confiance mutuelle, alors qu'il s'agit, et c'est pourtant l'Union européenne, d'aller faire des enquêtes en Bulgarie, voire en Roumanie. Et puis, au-delà de la confiance mutuelle, il faut que l'information puisse être synthétisée. C'était tout l'enjeu de l'OLAF ou d'Europol, de faire en sorte que lorsqu'il y a une affaire qui concerne l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Roumanie, il puisse y avoir une synthèse des informations. Ensuite, on décide quel est l'État qui peut juger ou s'il faut répartir pour le jugement les compétences entre plusieurs États. Mais à un moment, il faut pouvoir faire cette synthèse, et ça c'est très difficile quand on est sur une coopération judiciaire à l'initiative d'un seul État. C'était tout l'intérêt d'avoir une structure efficace sur le plan européen, on n'en a pas encore sur le plan européen, et c'est encore plus difficile sur le plan international. Et là, les juges économiques vous disent souvent, lorsqu'on envoie une commission rogatoire, il y a des États où ça ne revient pas. Et les États où ça ne revient pas, c'est pas seulement l'Afghanistan, il y a aussi des problèmes de corruption, mais c'est pas uniquement ça. Des États qui devraient coopérer, Chypre, qui est dans l'Union européenne, où ça ne revient pas, Liechtenstein, qui n'est pas dans l'Union européenne, qui n'est pas loin, ça ne revient pas très vite. Et donc on a des espaces qui sont des zones de non-droit, et des zones de non-droit beaucoup plus préoccupante que certaines zones de non-droit qu'on stigmatise sur nos propres territoires. Donc là, effectivement, c'est tout le problème de la lutte contre les paradis fiscaux également. Je veux dire, Sarkozy avait dit qu'il n'y a plus de paradis fiscaux, ce n'est plus un problème, et manifestement, c'est encore un problème. Encore une fois, c'est un problème, pas uniquement parce qu'il y a des îles qui font, qui font boîte aux lettres. Pierre Lascaume et Godefroy
en sorti un ouvrage qui est tout à fait remarquable sur le capitalisme clandestin, où il ressort avec évidence que s'il est possible de faire ce que l'on fait dans des îles Vierges, c'est bien parce que les États qui, eux, ont le pouvoir au nord et la puissance économique le permettent, et parce que certaines entreprises ou certains intérêts en tirent profit. Sinon, effectivement, c'est plus qu'une question technique. Mais lorsque la question, c'est toujours une question technique, mais lorsque la question cesse d'être politique pour n'être plus que technique, je veux dire, c'est déjà 90% qui est gagné. Le problème, c'est que c'est d'abord encore et aujourd'hui une question politique. Sur les paradis fiscaux, je montre à mes élèves une carte qui a été faite par un géographe, Brunet, dans les années 80, et quand on change de point de vision du globe, on voit très bien que les paradis fiscaux forment une ceinture autour des pays riches. Donc même dans la représentation, lorsqu'elle est faite habilement, on voit très bien que c'est un produit des pays riches, les paradis fiscaux, et non pas des îles perdues dans les Caraïbes. Les Caraïbes, c'est juste à côté des États-Unis. Enfin, bon, bref. D'autres questions peut-être? Oui. Justement, à propos des paradis fiscaux, justement, je voulais dire, si on parle d'Europe, qu'est-ce que vous voulez dire alors des Clearstream, que c'est vraiment dans l'Europe? Clearstream, ah, j'en parlais, ah ouais, alors, j'ai fait voilà. Et comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Parce que c'est des choses qui sont, voilà, dans l'Europe. Le Vatican? Le Vatican? Oui, justement, ça aussi, hein, ça, oh, bah oui, ça, il y en a un paquet. Et Londres. Et Londres, Londres c'est. Je veux dire, Londres, c'est les plus beaux, comme vous dites. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, d'abord, il y a un premier problème, c'est que, je vais peut-être dire une bêtise, mais 60% des pays sont déjà des pleins paradis fiscaux. Puisque soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce qu'ils ne veulent pas, soit parce qu'ils sont criminalisés, ils ne répondent pas. Ou on sait qu'on ne pourra pas chez eux faire des affaires si on paie, si on ne paie pas. Donc on est déjà dans un schéma. Et ça, c'est pas loin. Hein. Ça, c'est les pays de l'Est, c'est l'Asie, c'est beaucoup de pays. Donc déjà, on est dans un schéma où le paradis fiscal, c'est un degré supérieur de technicité. C'est la technologie déjà améliorée. C'est pour les gens avec une cravate, disons. Hein. Mais ailleurs, on va en manche de chemise. Hein. Et puis c'est là où il y a une ingénierie terrible. Par exemple, ces fameuses entreprises à Londres, où vous déclarez une entreprise à Londres qui n'a qu'une plaque à Londres et qui est directement dans les îles Vierges. Hein. Donc, et ça, vous pouvez l'acheter de quand vous voulez. C'est pas un problème. Hein, donc je veux dire, c'est que tous ces éléments-là font qu'on a beaucoup de difficultés, et on aura de plus en plus de difficultés, puisque de toute façon, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la fraude et la criminalité, la criminalisation de tout le secteur économique, c'est professionnalisé. Il y a deux niveaux. On avait jusqu'à une période récente, pas très récente, on disait qu'il y avait des gens honnêtes et des gens malhonnêtes. Pour faire le lien. Actuellement, moi je ne vois pas la différence. Alors, on peut être plus malhonnête ou moins malhonnête, on peut corrompre ou frauder le fisc, mais finalement, c'est le même support. Et là où on ne comprend plus rien, c'est que c'est la même fausse facture qui permet de sortir de la corruption, de frauder le fisc ou d'escroquer l'actionnaire. 3 éléments utilisés, 3 éléments simples. La fausse facture, les sociétés écrans et les montages informatisés, les montages dans les logiciels. C'est tout. Et puis avec ça, vous faites ce que vous voulez. Et nous, derrière ça, on coule comme... Vas-y, Marion. Moi, j'avais une question par rapport au lobby, justement, au lobbying, et notamment à Bruxelles. Parce que je pense que c'est une plaque tournante européenne. Enfin, pour moi, c'est un peu l'illustration de tout ce qui peut correspondre à la corruption, voire à la mafia, parce que je pense qu'on retrouve de tout à Bruxelles, et notamment avec toutes ces entreprises et toutes ces associations, toutes ces ONG dont on a parlé, etc., qui ont leur siège à Bruxelles, qui ont leur bureau à Bruxelles, qui font du lobbying à Bruxelles, etc. Et donc je voulais je vous posais la question, parce que dans votre livre, vous parlez des lobbies, et puis avec l'OLAF et avec Anticor, etc., je pense que là, il y a vraiment matière à parler de l'européanisation de la corruption et de la mafia.
Alors, Merci Eric, oui, j'ai un petit développement dans mon ouvrage sur ce sujet où je reprends beaucoup d'informations qui sont données par des ONG qui observent ce mécanisme. Et en matière économique, ils ont notamment observé que la régulation en matière bancaire, pour faire la régulation en matière bancaire, il y a beaucoup plus de lobbyistes que de fonctionnaires en situation de donner une opinion contraire. Et la situation s'est même présentée lorsqu'il s'agissait de prendre des mesures après la crise. Ce sont les mêmes qui avaient contribué, qui avaient essayé d'user de leur influence pour obtenir la réglementation qui avait permis la crise, en tout cas une mauvaise régulation, un mauvais contrôle. Ce sont les mêmes qui revenaient pour dire comment il fallait faire pour lutter contre la crise. Et c'était tellement, on arrivait tellement au fond de la piscine que la Commission a finalement accepté de subventionner Finance Watch, à l'initiative d'un député européen, Pascal Canfin, aujourd'hui ministre du Développement, et qu'on a donc maintenant un minimum de contre-expertise autour de personnes compétentes et indépendantes, Finance Watch étant un peu lié, mais indirectement, à Tax Justice Network, qui est elle-même une organisation, Réseau pour une justice fiscale, qui est une organisation très engagée, très compétente en matière de détection des fraudes économiques et des dénonciations des fraudes économiques. Voilà, donc on a pour l'instant ce petit contre-pouvoir. Je ne sais pas, c'est financé au moins pour une année par la Commission, je ne sais pas ce qu'il en sera par la suite, mais c'est emblématique d'une situation profondément dégradée. Je ne parlerai pas de tous les autres lobbying qui existent par ailleurs. Est-ce que justement c'est eux qui ont dénoncé, parce qu'on en a parlé tout à l'heure justement de cette personne, alors je ne sais pas si c'était un commissaire ou si elle travaillait à la direction générale, non, elle travaillait à l'organisme qui contrôle l'agence pharmaceutique européenne, effectivement. Voilà, et en fait, dont elle a démissionné pour aller travailler au sein d'un laboratoire. Et parce que ça, c'est en fait, c'est un scandale qui est sorti dans les médias. En fait, ça a été dénoncé justement par la société civile, pas du tout par un organe de contrôle quoi que ce soit institutionnel, mais vraiment par la société civile. Il fallait que l'information est venue d'un voisin ou d'un collègue. Et ça, j'ai aucune. En matière de lobbying, il y a plusieurs affaires sorties par la société civile et par les institutions. Mais il faut dire aussi qu'en matière de lobbying, le libéralisme est pour beaucoup dans ces problématiques, puisque la mondialisation joue là-dessus. Oui. Mais on retraite aussi à l'envers, le lobbying recrée une sorte de théorie à laquelle il adapte ses montages, en fait. Il faut quand même penser quelque chose de fantastique, c'est que comment s'appelle le commissaire européen français Barnier, vous savez comment on l'appelle en Europe? On l'appelle le Tché. Est-ce que Barnier a vraiment une tête de Tché? Pourquoi? Parce qu'il voulait empêcher que les agences notent les pays à qui on avait prêté de l'argent, ce qui était très logique. C'était devenu le blasphème absolu. Barnier est un dangereux communiste. Il est dangereux. Vous voyez, c'est des choses qui sont fantastiques. Et le lobbyisme, qu'est-ce qu'il fait? Il défend quoi? Il défend le fait d'avoir le plus de liberté, le moins de contrôle dans tout le domaine. En fait, foutez-nous la paix. Et on vous paie pour que vous nous foutiez la paix. Et qui c'est qui en profite? C'est les mafias quelconques. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont encore le moins de problèmes qu'eux. On est toujours dans ce domaine-là. Et plus ça va, plus ça devient ahurissant. Et comme vous disiez aussi tout à l'heure, en fait, ce système de lobbying, c'était aussi finalement dire c'est le lobbying, vous savez que nous sommes là, que nous sommes à Bruxelles, donc finalement on est éthique nous aussi, puisque on le fait en toute transparence, sauf que ce qui n'est pas transparent, c'est la façon dont ils le font et les pressions qu'ils exercent. Et la façon des pressions financières. Et effectivement, aussi, c'est vraiment détourner l'éthique de ce qui devrait être, qui devrait gouverner en fait notre économie et nos finances. Excuse-moi Fabrice. Mais je vous en prie, non, et moi je proposais de conclure la soirée très humblement parce qu'il est déjà 21h30
qu'on pouvait éventuellement en petit groupe continuer le débat. Et puis je vous invite aussi, parce qu'Eric est venu avec ses livres, alors si... oui, il en reste, alors si jamais vous voulez vous pourvoyer avec une petite dédicace, vous êtes les bienvenus. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas d'être venus ce soir et j'espère qu'on refera de nombreuses soirées comme ça. Merci beaucoup. Et je pense qu'on va mettre en ligne sur le site Meetup, hein, avec Maria, la vidéo de la conférence. Donc vous pourrez la retrouver. Et j'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. Tu veux dire un mot, Maria? Alors voilà.